Ok, bonjour, nous allons poursuivre avec le routage dynamique. Ok, c'est vrai que je suis toujours sur l'écran de mon téléphone portable. J'ai quelques problèmes avec l'encodage de la vidéo sur mon écran d'ordinateur, donc je suis en train de reprendre les projets que, grosso modo, j'avais lancés, ça fait 5 ans. Bon, disons que l'homme a créé le logiciel l'a trahi. J'espère que ce ne sera pas la même chose avec avec l'écran de téléphone. C'est vrai que la vidéo que vous allez voir, elle sera sur un format très petit, mais je vous saurais gré de supporter ça comme ça. Au moins, ce sera une source qu'on peut consulter. Donc, on va poursuivre avec le routage dynamique. Ok. Dans la précédente vidéo, on a parlé du routage statique et nous avons énuméré de façon succincte quels étaient les réels problèmes qu'on rencontrait avec le routage statique. Okay. Et on a dit que la solution de tous ces problèmes-là, en fait, elle se résumait en deux mots, routage dynamique. Alors, donc, on va parler du routage dynamique. Alors, donc, ici, les routeurs s'envoient mutuellement des mises à jour. OK? Donc, quand on a parlé des mises à jour, vous avez un peu regardé lorsqu'on énumérait la façon avec laquelle le routeur remplissait sa table de routage. On parlait des mises à jour. Vous avez vu à un moment donné un routeur qui prenait compte de sa table de routage, il l'envoyait à son voisin c'est dans la table de routage et vice-versa. Jusqu'à ce qu'on arrivait à un état où, n'est-ce pas, les tables de routage de chacun des routeurs avaient exactement les informations qui étaient dans ceux de son vis-à-vis. OK? Alors, donc, on dit ici, pour enseigner les routeurs adjacents des informations en leur possession. Bon, ça, c'est le but de la mise à jour. Et on dit aussi pour enseigner les routeurs adjacents des changements au sein de la topologie réseau. OK? Donc, non seulement le fait d'envoyer les informations qu'on a en sa possession à son voisin, ça permet de mettre à jour son voisin, et également de pouvoir le mettre à jour si effectivement il y avait une modification à la topologie. Tout se fait de façon automatique, pas comme dans le cas du routage statique. Alors, il s'opère à travers des protocoles de routage dynamique, ok, dont on aura plus ou moins trois grandes familles. On dit trois grandes catégories majeures de protocoles. Bon, je préfère aussi parler de trois grandes familles. On aura le protocole à vecteur de distance. Cela utilise l'algorithme de Bellman-Ford. Les protocoles à état des liens, car ce protocole, c'est le protocole de routage dynamique. Okay? Les protocoles à vecteur de chemin. Ok, ça c'est la troisième grande famille. C'est vrai qu'on ne parlera pas d'elle particulièrement dans ce cours-là parce que cette famille est utilisée justement pour... elle est beaucoup plus représentative et beaucoup plus représentée au niveau des fournisseurs d'accès Internet à travers le protocole BGP. Ok, on ne parlera pas du BGP ici. Alors, ce qui nous intéressera principalement, ce sont les protocoles à vecteur de distance et les protocoles à état des liens. Donc, poursuivons notre investigation. On dit protocoles de routage dynamique à vecteur de distance. Ce sont les tout premiers. On va dire, leur fonctionnement est très simple. On va voir dans les prochaines slides un mode de fonctionnement simple. Chaque routeur envoie le contenu de sa table de routage à ses voisins. Simple. Donc, ça veut dire qu'un routeur connecté à un autre routeur adjacent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il check le contenu de sa table de routage. Ce qui se trouve à l'intérieur, il envoie à ses voisins. OK? Alors, si c'est qu'il envoie tout le contenu de sa table de routage à ses voisins, il va de soi qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une situation où chacun des routeurs aura exactement le contenu de la table de routage de son voisin. OK? On dit des représentants notables qui ont fait leur preuve. Quand je parle de représentants notables qui ont fait leur preuve, je fais ici référence aux différents protocoles de routage qui sont utilisés dans les réseaux. Je parle de protocoles de routage avec des distances. Nous en avons quelques-uns qu'on peut citer. On a le protocole RIP qui est décliné en trois versions. Une version 1 qui est la toute première version qui fait son apparition lorsqu'on parlait encore du routage par classe avec les classes adresses A, B, C, peut-être D. On a le routage RIP en version 2.
C'est que celui-là, il vient en successeur de la version 1. Il apporte quelques améliorations, notamment la prise en charge du VLSM. Encore, lorsqu'on parle de VLSM, ça veut dire qu'on s'oriente vers un routage sans classe. Ok, on parle des sous-réseaux et tout le reste. Et nous avons la toute dernière flaveur, nouvelle génération, Next Gen, qui va prendre en charge les réseaux IPv6, tout simplement. Alors donc, en plus du RIP, nous avons notre représentant de protocole à vecteur distance. Celui-ci est célèbre, EIGRP, les propriétaires Cisco. IGRP également, propriétaire Cisco. Bon, on peut aussi avoir d'autres protocoles de routage à vecteur distance. Personnellement, je n'en ai pas mis beaucoup, mais dans vos recherches, vous pouvez essayer de regarder s'il n'y a pas plus ou moins un protocole que vous pouvez également ajouter là, ok? Alors, le facteur, ou bien je peux dire le point commun que tous ceux-ci ont, je voulais bien parler de l'utilisation de l'algorithme de Bellman-Ford. Oui, ok. Ça, c'était l'une des premières caractéristiques qui permettait qu'on reconnaisse un protocole avec des distances, l'algorithme de Bellman-Ford. Mais si l'exception dans ce que j'ai mis là, c'est EIGRP, il n'utilise pas l'algorithme de Bellman-Ford, ok? Il va utiliser un autre algorithme. Je ne me rappelle plus, c'est un algorithme, je crois, particulier ou propriétaire, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas l'algorithme de Bellman-Ford. Tous les protocoles de routage dynamique avec les distances qui vont exister sur Internet, bon, en fait, le premier point de ressemblance, c'est qu'ils utilisent tous l'algorithme de Bellman-Ford. Bon, à l'exception, il n'y a pas de règle sans exception, EIGRP, IGRP, Cisco, qui sont un peu particuliers parce qu'ils n'utilisent pas le Bellman-Ford. Alors, ils utilisent l'algorithme de Bellman-Ford, comme je disais tantôt, mais il faut faire mention honorable que EIGRP, IGRP n'utilisent pas l'algorithme de Bellman-Ford. Alors, donc maintenant, en parlant donc des protocoles avec les distances, j'ai essayé d'énumérer les quelques exemples pratiques de protocoles avec les distances qu'on utilise. On va donc s'intéresser à un, et c'est généralement de lui qu'on parle lorsqu'on parle des protocoles de routage dynamique avec des distances. Je parle du CARIP, le protocole RIP. OK? Alors, on dirait, son acronyme signifie Routing Information Protocol. Alors, je vois déjà des personnes, je me rappelle ce moment où j'ai vu un collègue qui, en passant devant mon écran, il a vu RIP. Et il a commencé, il ne pouvait pas s'empêcher d'éclater de rire en disant que, mais un réseau, forcément, comment on peut appeler un protocole que Rest in Peace? Ok, RIP, ça ne signifie pas Rest in Peace, ça signifie dans le cas des réseaux, Routing Information Protocol. Ok, tenez en compte lorsque vous serez évalué, parce que si je vois Rest in Peace, bah, ça pourrait faire que peut-être par la suite, on ne regarde pas tout le reste. Alors donc, dans sa version 1, ok, il prend seulement en charge les classes d'adresse. On ne parle pas ici de sous-réseau. Okay, très important. La version 2, en plus, prend le VLSM. C'est que le VLSM, ça englobe en même temps les classes d'adresse avec quelques spécificités, avec la possibilité d'utiliser des masques de sous-réseau beaucoup plus grands que ce qui est utilisé dans les classes d'adresse. La version Next-Gen est utilisée pour IP version 6, déjà dit. Tout réseau présent dans la table de routage a une métrique. Tout réseau présent dans la table de routage a une métrique. OK. On a parlé de la métrique depuis. Ça faisait partie des critères qui permettaient de sélectionner la meilleure route dans la table de routage. Souvenez-vous bien. Alors, on dit la métrique est la distance qui sépare un routeur local d'un réseau contenu dans sa table de routage. Ça également, ça a été dit depuis le départ. Pour RIP, ici, la métrique, c'est le nombre de sauts. Alors, le nombre de sauts, c'est quoi? J'ai dit, le nombre de sauts, c'est... Un saut, c'est quoi? C'est tout simplement un routeur intermédiaire qu'on va devoir traverser avant d'atteindre notre destination. Donc, RIP, lui, il évalue la distance dans le protocole de routage dynamique RIP, un routeur évalue la distance qui le sépare d'un réseau qui n'est pas directement connecté à lui pour la plupart du temps, en comptant le nombre de routeurs intermédiaires que le paquet devra traverser pour atteindre cette destination-là. Alors donc, il faut mentionner quand même quelque chose en disant que tous les réseaux qui ont été automatiquement ajoutés dans la table de routage d'un routeur, donc les réseaux directement connectés, leur métrique initiale pour RIP c'est 0. OK? Alors, le nombre de sauts, c'est le nombre de routeurs en dehors du routeur local, bien entendu, qu'il faut traverser avant d'atteindre un réseau
présents dans la table de routage. Bon, c'est généralement les réseaux distants. OK? Alors ici, nous avons un cas de figure, un cas d'école, où nous avons la table de routage de notre routeur R1, R2. C'est classique, hein? Ça contient toutes les différentes colonnes que nous avons déjà mentionnées devant, c'est-à-dire la colonne des destinations, première colonne, la colonne du protocole, deuxième colonne. Initialement, on mettait direct ou statique. Ici, là, ce sera dynamique. La troisième colonne, ici, on a parlé de la métrique, la préférence et du moyen pour arriver. C'est vrai que j'ai mis la métrique en troisième colonne, alors que dans les slides précédents, la métrique, c'était la dernière colonne. OK? Mais, grosso modo, les mêmes éléments sont présents là. OK? L'ordre ici, ne faites pas très attention à l'ordre, faites plutôt attention au contenu de chacune des colonnes. Alors, vous voyez bien que les routes directement connectées sont ajoutées en table de routage. Au niveau de R1, le réseau Y est ajouté, c'est mentionné là, direct. La métrique, c'est 0 et la préférence, c'est 0. Et le moyen pour arriver, bah, c'est à travers l'interface de F2. Okay? Puis c'est directement connecté sur lui. Du côté de R3, la même chose est applicable au réseau X. Okay? Ensuite, ils auront le réseau A qu'ils partagent, puisqu'ils ont chacune une interface qui est connectée dans le réseau A. Même si en fait, les interfaces F0 connectées dans le réseau A les interconnectent directement. Pour chacun des routeurs, ils savent que cette interface est connectée dans le réseau A. Ça, c'est logiquement ce qui a lieu. Alors maintenant, si on va utiliser le processus de mise à jour de RIP, qu'est-ce qui va se passer? On sait que R1 va devoir envoyer le contenu de sa table de routage à son voisin R3 et R3 va faire pareil. Alors, lorsque je parle du contenu de la table de routage, je parle effectivement de tout le contenu de la table de routage, c'est-à-dire le réseau Y et le réseau A. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'administrateur configure RIP dans R1. L'utilisateur configure RIP dans tous les routeurs. Bon, dans R1, il se déplace. Donc, voilà, dans R3. Un administrateur vraiment très travailleur. Alors, après avoir configuré RIP, qu'est-ce qui va se passer? R1 va créer une mise à jour. Ce sont le tableau, c'est le tableau de 3 colonnes, la feuille de 3 lignes qui est apparu tout simplement dessus où c'est écrit mise à jour R1. On voit la Y via métrique. Donc, Y via R1. Vous voyez que Y, nous sommes dans R1. Y, c'est un réseau directement connecté. Il dit Y via R1. Une façon de dire à R2 qui est son voisin que je dispose du réseau Y, que ce réseau est directement connecté par moi, directement connecté à moi. Et comment est-ce qu'il lui fait comprendre que le réseau est directement connecté à lui? Il met là en lui disant à R3 que la métrique c'est 1. Alors la métrique ici, on a dit que c'est quoi? C'est le nombre de routeurs intermédiaires qu'il faudra traverser avant d'atteindre notre destination. Alors donc, comprenez que chaque fois qu'un routeur envoie le contenu de sa table de routage à la métrique qu'il voit associé aux routes dans la table de routage, il va ajouter 1 avant d'envoyer à ses voisins. Donc, on va dire qu'il va incrémenter la métrique. Lorsqu'on parle d'incrémenter, ok, généralement, pour ceux qui font la programmation, c'est ajouter plus 1. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Alors, donc, il va incrémenter les métriques des routes qui sont présentes dans sa table de routage avant d'envoyer ça à son voisin. Alors ici, c'est grosso modo dire quoi? C'est grosso modo dire que pour ce routeur, pour cette route qui est présente dans ma table de routage et que je suis en train d'envoyer, si c'est que tu veux arriver à ce réseau-là, la première chose que tu dois commencer par faire, c'est justement, n'est-ce pas, envoyer le paquet et ça va traverser par moi qui suis en train d'envoyer la mise à jour. Donc, je constitue le prochain saut que ton paquet devra traverser déjà avant d'atteindre sa destination. OK? Alors, comme la métrique du réseau Y dans la table de routage de R1, c'était 0, OK? R1 va ajouter plus 1 à cette métrique-là pour faire comprendre à R3 qui va recevoir cette route que, attention, je suis le prochain saut pour atteindre ce réseau de destination. Alors, on a dit que R1 devait envoyer tout le contenu de sa table de routage. Donc, le réseau A n'est pas épargné. Alors, donc, il va envoyer à R3 le réseau A. Et remarquez bien que R3 s'est connecté directement sur le réseau A. Alors, il va envoyer à R3 le réseau A. C'est normal, puisqu'il envoie ça via RIP, ça veut dire qu'il va aussi augmenter la métrique. La métrique de R3
de R1, pardon, pour moi, la métrique de R1, ce qui concerne le réseau A, initialement c'est 0, donc il ajoute plus 1 pour dire à R3 que pour atteindre le réseau A, en passant par moi, tu dois, en fait, pour atteindre le réseau A, je suis directement aussi connecté sur le réseau A. Donc si tu veux atteindre le réseau A, il va falloir que tu me traverses avant d'atteindre le réseau A. OK? Sur le prochain saut qui est entre toi et le réseau A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La mise à jour sera envoyée, n'est-ce pas, à R3. Qu'est-ce que R3 va faire? 1. Il va checker le contenu de la mise à jour et comparer à ce qui est présent dans sa table de routage. Alors, vous voyez bien effectivement que ça a été mis en flashy là. OK? Le réseau Y via R1, métrique 1, un saut et la préférence c'est 100. Préférence ici, c'est la préférence de RIP. C'est un entier qui est fixe. Bon, ça va dépendre aussi du constructeur. Chez Cisco, je crois que c'est 110 ou 120. Et chez Huawei, ils ont préféré mettre 100. Un autre constructeur peut dire que bah, je donne 5 ou 10. Ça dépend. Bon, dans le cas de Huawei, dans le cas des routeurs Huawei, c'est 100 justement. Alors, lorsque R3 reçoit cette mise à jour, il prend Y. Pourquoi? Parce que Y n'est pas présent dans sa table de routage. Donc, c'est en fait une mise à jour. C'est un élément qui n'était pas présent. C'est un réseau distant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est logique qu'il ajoute ça dans sa table de routage pour être à jour, si on peut dire ainsi. Alors, vous voyez que dans la table de routage, le réseau Y sera ajouté. Le protocole, c'est mentionné RIP. La métrique, c'est ce qui a été mis dans la mise à jour qu'il a reçue. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons la préférence qui est 100, qui est effectivement la préférence du protocole RIP. Et le moyen pour arriver, c'est via R1. OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième route A. OK? Alors, A est déjà présent dans la table de routage R3. R3 ne va pas ajouter cette route dans sa table de routage. Pourquoi? Déjà, rappelez-vous, quels étaient les critères qui étaient pris en compte lors de la sélection de la meilleure route? Dans un premier temps, on avait quoi? On avait la précision. OK? Alors, on a deux routes. On a déjà une route qui vient en provenance d'un routeur qui est R1. Le réseau, il est A. Et dans la table de routage, R3 on a aussi A. OK? Alors, je peux dire que c'est la même précision, puis c'est le même réseau A. Alors donc, si c'est qu'on a la même précision, qu'est-ce qu'on devait regarder après? On devait regarder la préférence. Alors, la préférence de la route A, du réseau A qui est contenue dans la mise à jour, est nettement plus élevée que la préférence du réseau A qui est contenue dans la table de routage. Alors, vous voyez bien que la préférence, n'est-ce pas, du réseau A dans la table de routage, c'est 0 parce que c'est un réseau qui est ajouté automatiquement directement connecté, tandis que la préférence du réseau A qui est dans la contenu dans la mise à jour de routage, c'est 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, le routeur n'a pas considéré ça, puisque pour lui, il a un réseau A avec une préférence beaucoup plus grande. Donc, cette source d'information du réseau A qui est dans sa table de routage, elle est vraiment, comment on dit, elle est tellement fiable qu'il ne peut pas considérer ce qu'il vient de recevoir dans la mise à jour en provenance de R1. Donc, par conséquent, ce qu'il aura comme comportement vis-à-vis de ce réseau-là, c'est tout simplement qu'il va ignorer celui-là. OK? Il va ignorer, il ne va pas le mettre dans sa table de routage, il ne va considérer que le réseau Y. OK? Maintenant, c'est au tour de R3 d'envoyer le contenu de sa table de routage à son voisin. OK? Bon, ici, je n'ai pas fait mention du réseau Y, c'était pour simplifier la présentation. Mais normalement, R3 devrait aussi mettre le réseau Y dans la mise à jour qu'il envoie. Même comme ce sera ignoré par R1, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans la table de routage R1, le réseau Y existe avec une préférence qui est beaucoup plus faible que celle qui sera envoyée par R3. Okay? Parce que lorsque R3 envoie la mise à jour, il est obligé de mettre sa préférence 100. Pourquoi? Parce qu'il l'envoie via le protocole de routage RIP. Alors ici, R3, donc hormis la omission que je n'ai pas précisé ici, hormis Y que je n'ai pas mis, R3 va envoyer le contenu sur sa table de routage, c'est-à-dire les réseaux A et X, okay, avec les préférences 100, vous dites que c'est via le protocole de routage dynamique RIP qu'il envoie, et le nombre de sauts, puisque chaque
chaque réseau A et X dans sa table de routage a une métrique de 0. On a dit qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il envoyait les routes à travers ces mises à jour de routage RIP. Il devait incrémenter le nombre de sauts, la métrique qui était là initiale dans sa table de routage de 1. Okay? C'est pour ça qu'on a 1, 1. Pourquoi? Parce qu'on avait 0 pour la métrique était 0 pour le réseau X et le réseau A. Donc, si c'est qu'il envoie cette mise à jour en incrémentant la métrique, il va faire 0 plus 1, on va donc se retrouver à un saut. Alors, ça va arriver au niveau de R1 qui effectuera exactement le même travail que R3. Donc, dans un premier temps, il va prendre, n'est-ce pas, le réseau X et essayer de checker si c'est présent dans sa table de routage. Alors, le réseau X n'est pas présent dans sa table de routage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter. Mais il va se rendre compte que le réseau A est présent dans sa table de routage et le réseau A qui est présent dans sa table de routage a une préférence beaucoup plus faible que celle qui est proposée dans la mise à jour de route en provenance de R3. Donc, il ne va pas considérer ça. Et voilà. On va donc se retrouver à un temps T. Je peux dire peut-être D3, T4, T5, T ce que vous voulez. Ce n'est pas un temps T initial, mais un temps T initial plus quelque chose. On va se retrouver en train d'avoir deux routeurs qui ont exactement la même table de routage avec toutes les informations qu'il nous faut dans la topologie. Ça, c'est ce qu'on voulait atteindre comme résultat final. Et je crois c'est bien qu'on puisse se retrouver dans cette situation-là. Vous voyez que toutes les tables de routage ont été mises à jour. C'est correct, c'est ce que nous on voulait et c'est ce que nous avons reçu. Alors, le CARIP, la mise à jour, pour vous faire voir qu'en fait, le nombre de sauts est incrémenté au fur et à mesure que la mise à jour s'envoie. Si on se concerne, on regarde la topologie que nous avons en face de nous ici, nous avons 4 routeurs, ok? Et supposons qu'on envoie une mise à jour, que R1 envoie une mise à jour. Intéressons-nous juste sur le réseau X, ok? Je ne vais pas mettre les réseaux A, je n'ai pas, vous remarquerez que je n'ai pas mis les réseaux entre des interconnexions entre des routeurs ici. Ok, c'est juste pour simplifier la présentation, pour qu'on n'ait pas, pour qu'on se focalise exactement sur l'essentiel. Alors donc, R1 va ajouter automatiquement le réseau X dans sa table de routage. S'il ajoute automatiquement, ça veut dire que la préférence est 0 et la métrique également c'est 0. Alors, on a dit qu'avec le protocole RIP, il devait envoyer le contenu de sa table de routage à ses voisins. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra donc prendre le réseau X dans sa table de routage et le mettre dans une mise à jour qu'il doit envoyer à ses voisins. Alors donc, que va contenir la mise à jour? Déjà, numéro 1, on verra X via R1 parce que c'est lui qui est en train d'envoyer la mise à jour à son voisin qui est R2 au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? La métrique sera 1. Pas besoin de rappeler, ce sera 0 plus 1. Ok, il incrémente le nombre de sauts de la métrique. Enfin, il incrémente la métrique initiale de sa table de routage en ajoutant 1, qui est en façon de dire ici que à son voisin qui va recevoir la mise à jour que pour atteindre ce réseau-là, X que je suis en train d'envoyer, il va falloir que tu traverses un saut et ce saut-là, c'est moi. Et il va également mettre la préférence sans dire que c'est un processus, c'est une route qui est prise via un protocole, un processus RIP. Ok, ça va arriver au niveau de R2. R2 n'a pas le réseau X dans sa table de routage. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute la route dans la table de routage avec des informations associées. Mais ça ne va pas finir là. Ok, R2 doit normalement aussi envoyer le réseau X aux autres voisins. Alors, donc, lorsqu'on dit envoyer sa table de routage à ses voisins, ça veut dire que R2 normalement doit aussi renvoyer le réseau X à R1. Mais comme on a dit tantôt, ce sera éliminé de la table de routage R1. Pourquoi? Parce que X est déjà présent dans la table de routage R1 avec une préférence qui est beaucoup plus faible. Alors, donc, on va considérer juste le cas en allant de R2 vers R3. Pourquoi? Bon, parce qu'en fait, c'est celui qui est plus indiqué ici pour vous faire voir l'élément essentiel. Alors, donc, R2 va créer une mise à jour où il va annoncer le réseau X à R3. Remarquez bien qu'il va mettre maintenant X via R2, ce ne sera pas X via R1. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est R2 qui est en train d'envoyer la mise à jour. Il va dire X via R2. Et regardez bien que la métrique qu'il met dans la table de routage, ce n'est pas 1. Ok? Il va mettre 2. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la métrique qui est contenue dans sa table de routage, c'est 1. Il va l'incrémenter avant d'envoyer ça à son voisin. Ok? Alors, incrémenter veut dire ajouter encore plus 1 à la métrique qui était présente dans sa table de routage pour la route concernée. Donc, comme c'était 1, il ajoute 1 et on se retrouve avec une métrique 2.
il va envoyer ça à R3. R3 va récupérer l'information, ajouter à sa table de routage, il va se retrouver avec une métrique 2 pour le réseau X. Alors donc, c'est logique, pourquoi? Parce qu'à partir de R3, pour atteindre le réseau X, il faut traverser deux routeurs qui sont R2 et R1 avant d'atteindre le réseau X. Donc, parfait. R3 fera pareil, il va créer une mise à jour dans laquelle il va mettre le réseau X via lui, X via R3, n'est-ce pas? Et la métrique sera 3. On comprend très bien pourquoi. Il va prendre le réseau X. Ah, la métrique qu'il a vue dans sa table de routage, il va faire une incrémentation, c'est-à-dire ajouter 1 avant d'envoyer ça à R4 qui est au-dessus. Et on va se retrouver dans une situation où R4 aura dans sa table de routage le réseau X avec la métrique 3. Donc, s'il y avait un autre routeur qui était connecté à R5, à R4, par exemple, un routeur R5, il devra envoyer aussi, R4 devra envoyer le réseau X avec une métrique 3 plus 1, 4 et ainsi de suite. Est-ce qu'on puisse arriver peut-être jusqu'à l'infini? Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? N'oublions pas que le routage, c'est l'action d'acheminer les paquets vers la destination en tenant compte de certains critères. Et je crois aussi avoir dit que le routeur introduit dans sa table de routage les meilleures routes. Et généralement, ce qu'on appelle ici meilleure route, c'est en fait la route qui a le chemin, si vous voulez, la route qui a la métrique la plus petite. Ok? C'est ça en fait la meilleure route du point de vue du routeur. Remarquez bien ici que j'ai mis une topologie qui est bouclée en termes de routeur. Donc ça veut dire que forcément on a plus ou moins ici la possibilité d'avoir un chemin alternatif pour atteindre un réseau. Dans le cas où peut-être un chemin principal venait à être peut-être détruit là. Alors comment est-ce qu'il fait pour trouver le chemin principal, c'est-à-dire le chemin le plus court pour atteindre un réseau? Alors considérons encore entre guillemets les différents routeurs que nous avons en face de nous. Ils sont là en face de nous. Nous avons donc chacune des tables de routage est représentée. Je crois que j'ai mis tous les réseaux de la topologie, c'est-à-dire les réseaux directement connectés et les réseaux appris via RIP. OK. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Supposons donc que R3 veut envoyer le réseau Z à ses voisins. C'est le réseau qui est contenu dans sa table de routage. Normalement, il doit envoyer tout le contenu de sa table de routage, c'est-à-dire A, Z, C et B. R1 et R2 vont éliminer les réseaux B pour R1, C pour R2, A pour R1 et pour R2. Ensuite, ils vont considérer le réseau Z. OK? Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est se focaliser exclusivement sur le réseau Z. Ne nous intéressons pas totalement à la table de routage, sinon ça va nous faire perdre les objectifs que nous voulons voir ici. Donc, intéressons-nous exclusivement au réseau Z qui est directement connecté sur R3, mais qui n'est pas partagé avec les autres routeurs. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, nous sommes en train de rechercher le chemin principal pour chacun des routeurs R1 et R2 pour atteindre le réseau Z. Quand je parle de chemin principal, en fait, ici, j'ai fait allusion au chemin le plus court. R3 va envoyer la mise à jour vers R2, c'est-à-dire qu'avec une métrique de 1, Z est accessible en un saut, et ce saut-là, c'est R3. Pareil, il va envoyer ça à R1. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chacun ajouter cette information dans la table de routage. Pourquoi? Parce que ni R1 ni R2 ne disposent du réseau Z. Alors, n'oublions pas, on a dit que chaque routeur devait envoyer le contenu de sa mise à jour à ses voisins. Alors, ça veut dire que R2, normalement, devait aussi envoyer le contenu de sa table de routage à R1 devait normalement envoyer le contenu de sa table de routage à R2. Alors, donc, encore par souci de simplicité, disons aussi qu'il n'envoie que le réseau X. On se focalise juste sur lui. S'il doit envoyer le réseau X, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir qu'il incrémente le nombre de sauts, puisqu'on a dit que chaque fois, à travers RIP, lorsqu'on envoie une route dans une mise à jour, on doit incrémenter le nombre de sauts. Alors, s'il incrémente le nombre de sauts ici, le réseau Z sera accessible via lui, R1. La métrique, ce sera 2. OK? Et non 1 comme dans le précédent cas, puisqu'il faut le traverser d'abord lui avant d'atteindre R3 et maintenant donc avant d'atteindre le réseau de destination. Donc, il va envoyer
cette information-là vers R2, mais à son tour, R2 aussi prépare une mise à jour qui contient le réseau Z accessible en 2 sauts. Pourquoi? Parce que dans sa table de routage, Z reçu de R3 est accessible via un saut. Et c'est qu'il veut envoyer ce réseau à R1, qui est son voisin, à R1 qui est son voisin, il va falloir aussi que, n'est-ce pas, il va falloir aussi qu'il augmente le nombre de sauts qui est associé à Z dans sa table de routage. Donc, on va quitter de 1 à 2. Et hop, R3 envoie la mise à jour à R1. Et R1 fait pareil, il lui envoie la mise à jour en ce qui concerne le réseau X. Alors, donc, ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que dans la table de routage, aussi bien de R1 que de R2, se trouvent déjà les réseaux Z. Alors, donc, les routeurs vont faire les comparaisons avant d'introduire dans leur table de routage, pour voir s'ils peuvent introduire dans leur table de routage le réseau qu'ils viennent de recevoir dans la mise à jour. Une fois de plus encore, ils vont faire des comparaisons. Alors, les comparaisons vont d'abord, dans un premier temps, tenir compte de quoi? De la précision. C'est le réseau Z qui est présent dans la mise à jour. C'est le même réseau Z qui est présent dans la table de routage. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même précision. S'ils ont la même précision, quel est le précédent élément qu'on va devoir regarder pour savoir entre ce qui est dans la table de routage ou bien ce qui est contenu dans la mise à jour, quel est le chemin, le meilleur chemin? On va regarder la préférence. La préférence est identique encore dans les deux cas. Préférence de la mise à jour, Z contenu, préférence de la route Z contenue dans la mise à jour reçue du voisin, c'est 100. Et préférence de la route Z contenue dans la table de routage, aussi bien de R1 que de R2, c'est également 100. Alors donc, ils vont donc passer sur le troisième palier de comparaison, qui sera quoi ici? Qui sera tout simplement la métrique. Alors, la métrique de la mise à jour que R1 a reçu de R2 ou que bien R2 a reçu de R1 est nettement plus élevée, c'est 2, que celle qui est contenue dans la table de routage qui est à 1. En ce moment, le routeur dit R1, par exemple, si on se focalise sur lui, il dira, OK, je viens de recevoir la mise à jour, mais je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer pourquoi? Je l'ignore tout simplement parce que, bon, voilà, on se retrouve dans une situation où je viens de recevoir le même réseau Z, mais en termes de métrique, c'est beaucoup plus long d'atteindre le réseau Z en passant par le voisin, par exemple, R3, en allant directement vers R1. C'est beaucoup plus longtemps pour moi d'atteindre le voisin d'atteindre le réseau Z en passant par le voisin R2 qu'en passant directement par le voisin R3 qui me propose la même route. Ça, c'est du point de vue de R1. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va ignorer tout simplement la mise à jour de R3 qui contient le réseau Z, tout simplement parce que la route est plus longue en passant par lui pour atteindre le réseau Z. OK, ça ne sera pas introduit dans sa table de routage. Mais ça va agir ici un peu comme dans le cas des routes statiques flottantes. On se rappelle, route statique flottante, qui dit route statique flottante, dit forcément quoi? Dit forcément chemin alternatif. Alors, ce chemin alternatif, s'il n'est pas directement introduit dans la table de routage, au même titre qu'une route statique flottante, on comprend donc aisément que ça pourrait être introduit dans la table de routage dans le cas où l'interconnexion entre R1 et R3 n'existait plus. OK? Alors, maintenant, si entre R1 et R3, il n'y a plus d'interconnexion, quelle est la conséquence? Tous les réseaux de la table de routage R1, OK, qui ont comme moyen de sortie l'interface F0, c'est-à-dire le réseau B, va d'abord disparaître sa table de routage, mais aussi le réseau Z disparaîtra de la table de routage R1. Pourquoi? Parce que en fait, l'interface F0 est connectée au prochain saut qui permettait d'atteindre le réseau Z. Okay? Lui aussi doit disparaître. Donc, non seulement tous les réseaux qui sont directement, qui ont comme moyen de sortie l'interface F0 vont disparaître de la table de routage de R1, mais aussi toutes les routes qui sont accessibles via le prochain saut qui est connecté à cette interface F0. Elles aussi, elles vont également disparaître. Donc, OK, voilà ce qui va se passer. On a vu que le réseau B disparaît, mais le réseau Z disparaît aussi. OK? Alors, en ce moment, ce qui est important, c'est quoi? C'est que la mise à jour qui sera envoyée par le routeur R2, maintenant, elle pourra être considérée. Pourquoi? Parce que dans la table de routage R1, le réseau Z n'existe plus. Il pourra donc maintenant tout simplement insérer à l'intérieur de sa table de routage
le réseau Z a pris de R2 maintenant via deux sauts. OK? Alors, vous voyez que on n'a pas besoin, dans le cas du protocole de routage dynamique, de configurer, comme dans le cas du routage statique, une roue statique flottante. OK? Pourquoi? Parce qu'automatiquement, avec le processus de mise à jour, c'est ajouté lorsque le besoin s'est fait sentir. OK? Alors, qu'importe la situation, R1 aura toujours un moyen d'atteindre le réseau Z. OK? Voilà. Alors, maintenant, cas, RIP et éventualité de formation de boucle de routage. Alors, comme je disais tantôt, on doit envoyer le contenu de sa table de routage à ses voisins. Alors, on peut avoir une situation bizarre. Observons un peu ce qui va se passer ici. Alors, donc, nous avons trois routeurs, nous avons leur table de routage respective. Dans la première table de routage, pour R1, nous avons un seul réseau, c'est celui qui est directement connecté. C'est-à-dire, la route ajoutée automatiquement. Pareil, dans R2, c'est le route ajoutée automatiquement. Pareil aussi pour R3. Et considérons le réseau X, OK? Alors, R3 crée une mise à jour qui contient le réseau X, accessible via lui. Il met la métrique 1 et la préférence 100 qu'il envoie à R2. R2 n'a pas, dans sa table de routage de réseau X, ce qu'il fait, il ne va pas, bouder, il va prendre le contenu de la mise à jour qu'il vient de recevoir et ajouter ça automatiquement à sa table de routage. Et regardons bien qu'il dit que X est accessible via R3 en un saut. Par la suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit annoncer cette bonne nouvelle à R1. Il vient d'insérer dans sa table de routage un réseau, c'est le réseau X. Super. Il faudrait bien que R1 soit au courant de ça. Alors, il va incrémenter le nombre de sauts. On a déjà parlé de ça. Avant d'envoyer vers R1. Alors, R1 ne va pas faire la fine bouche. Le réseau X n'est pas présent dans sa table de routage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va introduire ça dans sa table de routage. OK, tout est bon dans le meilleur des mondes possible. Alors donc, maintenant, sachez que chaque entrée dans la table de routage, en ce qui concerne les protocoles de routage dynamique, a une durée de vie. OK? Si c'est qu'on se rappelle à la table de commutation, je crois qu'on a dit que chaque entrée dans la table de commutation qui a été apprise de façon dynamique, OK, ces entrées-là avaient une durée de vie de 5 minutes. Alors, dans le cas de la table de routage, c'est pareil. Donc, les routes qui ont été apprises dynamiquement n'échappent pas à cette règle-là. OK? Alors, donc, si, par exemple, comme nous venons d'avoir le routeur R2, il vient de recevoir une mise à jour de R3 qui contient le réseau X qu'il a inséré dans sa table de routage, OK? Si après un certain temps, n'est-ce pas, R3 ne renvoie pas à R2 le réseau X, R2 va effacer le réseau X dans sa table de routage et tout va se passer comme si en fait le réseau X n'avait jamais existé. OK? On garde ça en tête pour comprendre ce qui va suivre par la suite. OK? Donc, on va imaginer, n'est-ce pas, un instant, un moment où, je suppose peut-être que pour des cas particuliers, ou peut-être parce que R3 a boudé, il décide de ne pas envoyer suffisamment à temps le réseau X à R2. Alors, s'il ne l'envoie pas le réseau X à R2, le compteur de durée de vie du réseau X dans la table de routage de R2 s'épuise. Et qu'est-ce que R2 fait? Il efface tout simplement le réseau X dans sa table de routage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas reçu la mise à jour de R3. Et c'est là où les choses compliquées commencent. Alors donc, supposons que R1, dans ce temps-là, décide d'envoyer le contenu de sa table de routage à ses voisins, à son voisin qui est R2. Alors, comme j'ai dit depuis le départ, lorsqu'on dit envoyer le contenu de sa table de routage, c'est envoyer tout le contenu de sa table de routage à son voisin. OK, supposons donc que R1 maintenant envoie le contenu de sa table de routage à ses voisins. Il va envoyer quel réseau? Il va envoyer le réseau A et il va envoyer également le réseau X. OK? Qu'est-ce qui va donc se passer? Hop! R1 va envoyer le réseau X, il va dire via R1, préférence 100, et il va dire métrique combien? Métrique 3.
C'est normal puisqu'il augmente la métrique justement avant d'envoyer à son voisin. Lorsqu'il va envoyer ça à R2, R2 ne pourra pas faire la fine bouche. Dans le cas où X n'a pas été annoncé par R3, si X avait été annoncé par R3, bon, on devait voir ça dans la table d'otage R2 avec une métrique 1. Donc, si c'est qu'il reçoit le réseau venant de la route venant des R1, il peut ignorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la métrique doit être plus grande que le 1 qui est présent dans sa table de routage. Mais présentement, puisqu'il n'y a pas le réseau X dans sa table de routage, il va l'insérer dans sa table de routage en disant que le prochain saut c'est qui? Et bien, que le prochain saut c'est R1. Alors non, maintenant, si on considère que dans cet état, sur un des réseaux locaux, je suppose peut-être qu'on a connecté un réseau local à R1 et qu'un individu dans ce réseau local-là utilise son PC pour peut-être envoyer un paquet à un serveur qui se trouve dans le réseau X. Lorsque le paquet va arriver au niveau de R1, qu'est-ce qui va se passer? R1 va voir que le réseau X est présent à sa table de routage, mais accessible via qui? Via R2. Il va envoyer ça vers R2. Lorsque R2 va recevoir le paquet, il va également chercher la destination de ce paquet-là dans sa table de routage. Il va voir que la destination est présente dans le réseau X, mais accessible via qui? Accessible via R1. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va avoir une boucle. C'est-à-dire que R1 et R3 vont continuellement s'envoyer le paquet jusqu'à ce que, je vais peut-être dire que la nuit des temps, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du monde. En réalité, ce n'est pas ça. Bon, en réalité, il y a le temps, il y a ce qu'on appelle dans les paquets IP, dans l'antenne des paquets IP, le champ time to leave, qui est décrémenté chaque fois qu'un paquet est envoyé d'un routeur à un autre. Donc, lorsque ils vont s'envoyer mutuellement ce paquet-là, pendant des temps suffisamment, peut-être, je peux dire, bon, pendant un certain temps, lorsque ils vont atteindre la durée de vie égale à 0, ils vont arrêter, ils vont tout simplement abandonner le paquet. Mais ici, ce qui est important de dire, c'est que le paquet va boucler entre les deux routeurs. OK? Comme on a vu là, la destination du paquet qui vient de R1 sur le réseau X, il va voir que dans sa table de routage de réseau X existe, accessible via qui? Via R2. Ça va arriver au niveau de R2, il va chercher dans sa table de routage la destination du paquet, réseau X, accessible via qui? Via R1. Et on va se retrouver en train de faire ce ping-pong-là. OK? On se retrouve en train de faire ce ping-pong. Et on a une boucle de routage. Alors, les boucles de routage sont possibles dans le cadre des protocoles à vecteur de distance, en particulier le protocole RIP. OK? C'est possible chez lui. Et vous avez vu, une condition peut être utilisée pour qu'on puisse atteindre cette boucle de routage. OK? R3 n'a pas rapidement mis à jour R2 pour une raison quelconque. Ça peut être que l'administrateur a bloqué l'envoi de la mise à jour. Peut-être parce qu'il s'est dit que bon, tous les secondes, ou peut-être tous les 30 secondes, comme on envoie la mise à jour là, peut-être ça gaspille sa bande passante de la liaison entre R3 et R2. Il décide de bloquer la mise à jour, peut-être quelque chose comme ça. Alors ça boucle. Alors donc maintenant, on parle du CARIP, mesure contre la formation des boucles de routage. OK? Alors, il faut éviter ça, parce qu'en fait, la boucle de routage, c'est une situation qu'on ne souhaite pas. Je peux dire c'est le pire, je peux dire que c'est quoi? C'est l'apocalypse lorsqu'on parle du protocole de routage dynamique, mais ce sont les mauvaises nouvelles. Alors, lorsqu'on est dans un réseau qui a une boucle qui s'est formée parce que le protocole de routage a mal travaillé, alors on peut considérer qu'on a eu de mauvaises nouvelles dans notre réseau. Il faut donc qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui vont empêcher que ce genre de situation ne se produise. Alors donc, pour les protocoles RIP et en général, les protocoles à vecteur de distance, les boucles de routage sont néfastes, ok? Comme ça a été mentionné là. Alors donc, comme on dit, elles sont néfastes. On dit pour les communications en réseau, puisqu'elles peuvent engendrer des pertes de paquets plus ou moins importantes dépendant de la durée de la boucle. Ok? Si c'est que vous êtes dans votre petit réseau, que vous n'avez que peut-être 10 PC, bon, la boucle là ne va pas peut-être engendrer une trop grosse quantité de paquets. Mais imaginez que vous êtes peut-être au niveau d'un fournisseur d'accès Internet comme Camtel, qui a peut-être 10 000 abonnés qui sont connectés sur lui simultanément et qu'une boucle de routage se produit là, ça veut dire que ça va perturber plus de 10 000 utilisateurs. Et là, c'est pas acceptable. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de compter les boucles de routage le plus rapidement possible. Alors, donc, deux mécanismes ont été développés pour empêcher la formation des boucles de routage pour le protocole à vecteur de distance comme RIP. Alors, ces mécanismes, c'est quoi? C'est le découpage d'horizon,
généralement appelé en anglais split horizon. Je crois que la traduction correcte, c'est horizon éclaté. Et ensuite, l'empoisonnement de routes aux routes poisonnées. Ok, nous allons un peu essayer de détailler ces deux mécanismes-là. Alors, donc, premier mécanisme, mesure contre la formation des boucles de routage split horizon. Qu'est-ce qui va se passer? Le principe se base sur le sens unidirectionnel de la mise à jour d'un routeur à un autre. Effectivement, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a eu boucle dans le précédent cas-là? On a eu boucle, pourquoi? Tout simplement parce que R1 a envoyé à R2 la mise à jour en ce qui concerne le réseau X. OK? Or, je crois que cela ne doit pas se faire de la sorte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, R1 connaît le réseau X grâce à R2. OK? Alors, donc, dans ce cas de figure, il faudrait que la mise à jour soit plutôt directionnelle, unidirectionnelle dans un seul sens. OK? Il doit y avoir quelqu'un qui met à jour un autre. OK? Lorsque je t'informe de quelque chose, ce n'est pas toi qui vas venir en retour m'informer de ce que je t'ai informé initialement. Après, je parle donc de mise à jour directionnelle. Donc, on remarque que si on avait empêché, dans notre exemple précédent où on a créé la boucle de routage, on avait empêché R1 d'envoyer la mise à jour du réseau X à R3. En fait, on ne serait pas dans la situation de boucle de routage qui s'est formée. OK? Donc, le mécanisme de split horizon, va venir empêcher R1 d'envoyer à R2 le réseau X qu'il aura reçu préalablement de lui. OK? Alors, on parle donc de sens unidirectionnel de la mise à jour. Il a comme conséquence l'envoi des mises à jour filtrées par les routeurs. Donc, ça veut dire qu'un routeur, désormais, ne va pas envoyer tout le contenu de sa table de routage, mais il va envoyer le contenu de sa table de routage, moins les routes qu'il aura reçues initialement de son voisin. OK? Pour empêcher qu'on se trouve dans une boucle de routage, dans le cas peut-être un routeur n'enverrait pas une mise à jour très rapidement, tout comme dans l'exemple précédent que j'ai fait avec la slide là. Ici, le contenu de la mise à jour qu'un routeur a mis, en fait, ici, le contenu de la mise à jour qu'envoie un routeur local à ses voisins ne contient aucun réseau reçu de ces voisins-là. OK? On l'énonce aussi, c'est avec le mécanisme de split horizon. Si un routeur a reçu une mise à jour d'un réseau quelconque, le réseau quelconque ça peut être X, par une interface que je nommerai FI. FI, ça peut être F00. Le I là peut être remplacé par 0, par 0/0, par 0/1, par ce que vous voulez. La mise à jour qu'il enverra par l'interface FI ne contiendra pas le réseau X. Donc, ça veut dire que si un routeur reçoit par une de ces interfaces FI une mise à jour qui contient le réseau X, lorsqu'il va devoir envoyer le contenu de sa table de routage, peut-être à son voisin qui est connecté sur l'interface FI, il va envoyer le contenu de sa table de routage moins le réseau X. Pourquoi? Parce qu'il aura reçu le réseau X de ce voisin vers lequel il est en train d'envoyer sa propre mise à jour. OK? Alors donc, mesure contre la formation de boucles de routage. Essayons de regarder un peu le mécanisme de split horizon en animation, quoi. Alors donc, R3 envoie la mise à jour du réseau X à R1, à R2. R2 ajoute dans sa table de routage. Et il constitue une mise à jour qu'il envoie à R1. R1 envoie la mise à jour dans sa table de routage. Et on sait bien que R1 devra lui aussi, à son tour, envoyer le contenu de sa table de routage à R2 qui est son voisin. OK? Qu'est-ce qu'il va donc faire? On va prendre la même expérience que dans l'autre cas. La mise à jour tarde de venir de R3 vers R2. Donc, on a dit que ça devait être périodique pour que R2 n'efface pas le contenu de sa table, n'efface pas dans sa table de routage du réseau X. OK? Et ne se retrouve pas en train d'avoir le réseau X dans sa table de routage. Pourquoi? Parce que R3 n'a pas envoyé la mise à jour pour qu'il puisse conserver. Alors, le split horizon va venir dire que dans le cas où R1 devait envoyer le contenu de sa table de routage à R2, qui contient le réseau X, qu'est-ce qu'il fait? Il ne l'envoie pas. Pourquoi? Parce que en fait, R1 a reçu le réseau X en provenance de R2. OK? S'il ne l'envoie pas, qu'est-ce qui va se passer? R2 n'a pas le réseau X. Et qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons un paquet qui provient d'un réseau local directement connecté sur R1 à destination du réseau X, cette R1 va envoyer
ce paquet-là vers R2, mais R2 ne pourra plus renvoyer ça vers R1. On aura plutôt ici comme une sorte de trou noir, c'est-à-dire que le paquet va arriver quelque part, tout simplement, ça ne va pas atterrir où ça doit atterrir, ok? Ça sera abandonné, mais on n'aura pas bouclé entre R1 et R2. Ça permet de résoudre d'autres problèmes, ça élimine la boucle de routage. Donc, R1 n'a pas renvoyé à R2, le réseau X. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a reçu une mise à jour de R2 par son interface FA0 qui contenait le réseau X. Alors, parce qu'on a appliqué le mécanisme de Sweet Horizon, il ne peut pas envoyer le contenu de sa table de routage vers R2 qui contient le réseau X par la même interface FA0 parce qu'il a reçu X de R2 par son interface FA0. C'est ça le découpage du réseau. OK? Alors, on va rétablir la situation en disant que, en allant peut-être voir l'administrateur en lui disant, ce que tu as fait la dernière fois, refait que R3 envoie les mises à jour concernant le réseau X à R2 pour que tout fonctionne normalement. Alors, donc maintenant, le deuxième mécanisme pour empêcher la formation de boucles de routage pour le protocole avec telle distance, c'est l'empoisonnement de route. OK? On a dit que contrairement au Sweet Horizon, un routeur peut envoyer une mise à jour par l'interface par laquelle il l'a reçu. Or, s'il envoie entre guillemets, est-ce qu'il n'y aura pas la formation de boucle de routage? Certes, il y aura, mais le mécanisme de route poisoning va ajouter un petit quelque chose pour que on ne puisse pas avoir la boucle de routage, même si c'est qu'on envoie à son voisin une mise à jour qu'on a reçue de lui. Alors, on dit toutefois, les réseaux reçus du voisin adjacent auront le sceau de l'inaccessibilité. En pratique, les réseaux empoisonnés auront pour métrique 16. Notons que 16 correspond à l'infini pour le protocole RIP. Alors, lorsque vous voyez dans RIP, on vous dit par exemple que le nombre de sauts, c'est 16. Ça veut tout simplement dire que la route là est inaccessible à partir du routeur qui va vous dire que la métrique de la route est 16. Alors, donc, essayons de regarder ça en animation. La même situation dans laquelle nous avons produit la boucle de routage. R3 envoie à R2, R2 insère dans sa table de routage, métrique 1. R2 crée la mise à jour pour R1, R1 insère dans sa table de routage. Même situation, R3 n'envoie pas la mise à jour à temps. Et R2, qu'est-ce qu'il fait? Puisque X dans sa table de routage a une durée de vie. Lorsque le temps de la durée de vie est arrivé, R2 efface X dans sa table de routage. Et lorsqu'il efface X dans sa table de routage, R1, normalement, doit lui envoyer le contenu de sa table de routage lui aussi. OK? Alors, si c'est connu le route poisoning, R1 va tout de même envoyer à R3 le réseau X qu'il a reçu de lui. Mais regardez bien à l'intérieur ce qu'il a mis comme métrique. Il a mis la métrique ici quoi? 16. OK? Or, il va envoyer ça à R2. Remarquez bien que R2 n'introduit pas ça dans sa table de routage. Pourquoi? Il n'introduit pas pourquoi? Parce qu'il a tout simplement vu ici métrique égale 16. Lorsque R2 voit qu'il a reçu une route qui a une métrique égale 16, ça veut tout simplement dire que le voisin qui lui envoie cette information-là, il lui fait comprendre que ce réseau-là est inaccessible à partir de lui. Si le réseau est inaccessible à partir de lui, pourquoi est-ce que R2 devrait ajouter ces routes dans sa table de routage? Parce qu'il sait que de toutes les façons, s'il envoie un paquet qui a pour destination le réseau X à R1, R1 ne pourra pas envoyer ce paquet-là vers le réseau X. Pourquoi? Parce qu'en fait, R1 lui dit que le réseau X est inaccessible à partir de lui. OK? C'est donc ça qu'on dit route empoisonnée. Donc, R1 a empoisonné le réseau, la route X, et il a envoyé ça à R3 qui, justement, je pense pas que si on vous dit qu'on a empoisonné un plat de frites ou de ketchup, c'est pas moi, ou de hamburger, qui est le pain chargé avec la viande, et c'est pas moi, et le fromage, et le ketchup qui est la tomate écrasée, et que vous allez décider de vous lancer dessus et manger. Je ne crois pas. OK? Donc, R2, tout simplement, ignore la mise à jour et il reste tout simplement tranquille. Et là encore, on ne forme pas de boucle de routage. OK? Voilà. R3
était content. Par la suite, il a envoyé l'information à R2 et tout se passe bien. Alors, on parle, pour terminer, je crois, des mises à jour déclenchées. Alors, c'est quoi une mise à jour déclenchée? Rappelez-vous que le troisième problème que nous avons souligné en ce qui concerne, l'un des problèmes que nous avons souligné en ce qui concerne le routage statique, c'était que ça ne s'adaptait pas au changement de la topologie. Ok, c'est ça qu'on va essayer de regarder avec les mises à jour déclenchées ici. Alors, on dit que les mises à jour sont envoyées périodiquement, par les routeurs exécutant le protocole RIP. Je crois toutes les 30 secondes. Pratiquement toutes les 30 secondes. Ceci, qu'il y ait un réel changement dans la topologie ou pas. Ok? Donc, ça veut dire que si c'est qu'il y a un changement dans la topologie ou pas, toutes les 30 secondes, on envoie à son voisin les mises à jour. Ok? Vous voyez donc, si après 30 secondes, je n'ai pas reçu de mise à jour de mon voisin en ce qui concerne un réseau, je commence à dire que ce réseau-là peut avoir plus ou moins un problème et je peux éliminer ça dans ma table de routage. C'est ce qui s'est passé dans les salles précédentes et ça provoquait, comme on a vu, ça pouvait provoquer des boucles de routage. Alors donc, mais il arrive des cas où il n'est pas possible d'attendre les 30 secondes par défaut. On va voir ensemble. La métrique infinie combinée à une mise à jour déclenchée est alors utilisée pour rendre compte d'une modification de la topologie. Essayons de regarder un peu ce qui va se passer en détail. Regardez que la table de routage ici, de tous les routages déjà complètes, il y a les réseaux RIP qui sont là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que l'administrateur vient, par exemple, supprimer le réseau X sur le routeur R3. S'il supprime le réseau X sur le routeur R3, qu'est-ce qui va se passer? Dans sa table de routage, tous les routes, n'est-ce pas, qui auront comme moyen de sortir l'interface F1, parce que c'est de ça qu'il est question ici. Quand il dit supprimer le réseau X dans la table de routage, c'est tout simplement dire que l'administrateur vient par exemple désactiver l'interface F1. Donc, tous les routes de la table de routage qui auront comme interface de sortie, comme moyen ou bien interface de sortie, l'interface F1, ou bien encore toutes les routes qui auront comme prochain saut un routeur qui est connecté sur l'interface F1, et bien tous seront éliminés à la table de routage. Ok, on voit bien que le réseau X sort de la table de routage. Et lorsqu'il sort de la table de routage, normalement, R3 envoie chaque 30 secondes des mises à jour à ses voisins. Mais ici, c'est un cas exceptionnel. On a supprimé un réseau dans la topologie. On a supprimé un réseau au niveau de R3, ou tout comme encore, on pouvait ajouter un réseau sur R3. Ça va être la même chose, ok? Ça va donc pousser R3 à violer, c'est-à-dire que sa règle, c'est-à-dire toutes les 30 secondes, normalement, il doit envoyer une mise à jour, mais parce qu'il y a une situation délicate qui vient de se produire, il ne va pas attendre 30 secondes avant d'envoyer la mise à jour, il va envoyer une mise à jour aussitôt qu'il aurait détecté que, par exemple, dans sa table de routage du réseau, X n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empoisonner cette route-là. Alors donc, puisque le réseau X n'existe plus dans R3, il faut bien qu'il notifie ça à ses voisins. Comment est-ce qu'il fait pour notifier? Il va envoyer une mise à jour déclenchée qui contient le réseau X avec une métrique infinie 16 pour dire que ce réseau-là n'est plus accessible à partir de lui. Lorsqu'il va envoyer ça au niveau de R2, R2 comprend que le réseau n'est plus accessible à partir de qui? À partir de R3. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il supprime ça de sa table de routage. OK? Parce qu'il vient de recevoir une mise à jour du premier routeur qui lui avait annoncé le réseau Z, le réseau X, autant pour moi. C'est vrai que la métrique est très élevée ici, n'est-ce pas? On a vu c'était combien? C'est 16. Et je crois vous avoir dit que mais lorsque le routeur va recevoir la mise à jour, pourquoi est-ce que, comme il avait déjà dans un premier temps la mise à jour du réseau X avec une métrique beaucoup plus petite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ignoré ça ici? Non, il n'ignore pas. Il n'ignore pas pourquoi? Parce qu'en fait, la métrique 16 ici veut tout simplement lui dire attention, attention mon gars. Ce qui se passe c'est quoi? C'est que ce réseau-là est inaccessible. Il faut donc l'éliminer dans ta table de routage, sinon on va avoir tous des problèmes. Ok? R2 va également refaire une mise à jour déclenchée pour aussi annoncer ça à R1 situé à l'autre extrémité pour qu'il puisse dans sa table de routage éliminer le réseau Z. Ok? Alors lorsqu'il élimine le réseau Z, qu'est-ce qu'on a?
on se rend compte ici qu'on a résolu le problème de mise à jour, de modification à la topologie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a supprimé un réseau dans une table de routage, la suppression s'est propagée le plus rapidement possible et les routeurs ont adapté leur table de routage en fonction du changement qu'on a eu. Ce qu'on n'avait pas dans le cas du routage statique, on était obligé nous-mêmes de reconfigurer tout ça manuellement. OK? Alors, limite du protocole RIP. On s'attendait bien à ça. Le nombre de sauts maximal est fixé à 15. Donc, ça veut dire que le plus grand nombre de sauts qu'on peut avoir dans le protocole RIP, c'est 15. OK? Alors donc, si c'est que le plus grand nombre de sauts, c'est 15, ça veut dire qu'un protocole comme RIP, il n'est pas adapté pour les réseaux de grande taille. Attention, pas adapté pour les réseaux de grande taille. OK? Les mises à jour sont périodiques. Elles sont envoyées même si aucun changement véritable de la topologie n'a lieu. Là aussi, c'est un problème. Parce que les mises à jour, ça consomme du débit d'interconnexion entre les routeurs. Si on suppose que la table de routage d'un routeur est très volumineuse, ça veut dire que le contenu de la mise à jour sera aussi volumineux. Donc, c'est un peu comme si toutes les 30 secondes, en fait, on était en train de faire des téléchargements de données volumineuses parce que les routeurs doivent envoyer le contenu de leur table de routage à leurs voisins. Alors, donc, si c'est que la table de routage est volumineuse, ça veut dire que le routeur, en envoyant le contenu de sa table de routage sur la liaison, okay, il peut peut-être saturer momentanément cette liaison-là, ce qui peut donc faire que ça peut entraîner un retard dans la transmission des paquets, peut-être de données qu'on voulait envoyer peut-être vers un serveur. Ça peut être que vous êtes en train de vouloir faire un téléchargement important, mais peut-être en train de vouloir faire une communication importante avec des gens de votre entreprise. OK? Donc, ça peut avoir ces conséquences-là. Alors, donc, les paramètres des métriques pas adéquats pour les réseaux. Il ne prend pas en compte la valeur du débit des liaisons. Alors, donc, RIP compte le nombre de sauts entre lui et la destination qu'il va atteindre et il dit que le chemin le plus court, c'est celui qui passe par le plus petit nombre de routeurs à traverser. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que si on essaie de considérer un peu un cas pratique, je peux supposer que RIP, c'est un peu comme un bin skinner et il se comporte de la sorte suivante. Il va par exemple vous dire que le chemin le plus long pour lui, c'est un chemin qui comporte le plus grand nombre de carrefours. Si un carrefour est un prochain saut. Alors donc, imaginez que quelqu'un vous dise quelque chose comme ça. Je pense que vous allez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les carrefours sont positionnés par exemple sur des sentiers, je pense que sur des sentiers, les petites pistes de quartier là, on ne peut pas autant accélérer que si peut-être on est sur un axe lourd. OK? Alors donc, par moment, ça peut être que même le sentier est saturé et il y a un autre chemin beaucoup plus long qui peut être utilisé. Je parle notamment des embouteillages. Vous pouvez être en train de voyager. Si vous avez une piste quelque part là qui est inutilisée et qu'on a un grand autoroute qui est d'un autre côté, mais une autoroute qui est vraiment embouteillée, je pense qu'on va préférer prendre le sentier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre beaucoup plus de temps. Donc, la métrique de RIP qui consiste à dire qu'il faut compter le nombre de routeurs entre nous et la destination, et bah, c'est pas du tout adéquat pour les réseaux modernes. Parce qu'en fait, les réseaux modernes, on a besoin de beaucoup plus de vitesse, on a besoin de beaucoup plus de débit. Alors que RIP ne tient pas en compte du débit des liaisons qu'on traverse avant d'atteindre un prochain saut. Donc ça, c'est une faiblesse. OK? Alors donc, pour résoudre les problèmes qui ont été levés dans le cas du protocole RIP, le protocole à état de lien ont été créés et justement sont eux qui vont donc corriger ces problèmes-là et sont eux qui vont constituer l'objectif de notre prochain cours.